Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, pour cet épisode, nous allons nous pencher sur l'une des franchises les plus populaires de l'histoire du cinéma hollywoodien, une franchise qui a su élaborer un réjouissant dosage de fantastique dans la recette parfaitement maîtrisée du cinéma d'aventure. Vous l'aurez compris, nous allons parler d'Indiana Jones, le héros iconique coiffé de son fedora, créé par George Lucas et Steven Spielberg. Dr. Jones, you're a man of many talents. The Ark. It is something that man was not meant to disturb. An army which carries the Ark before it is invincible. Indiana Jones! Let her go. Snakes. Why did it have to be snakes? Indiana Jones est archéologue, professeur à mi-temps et pilleur de temples et de sépultures quand son goût immodéré de l'aventure l'éloigne du cadre un peu trop tranquille de son université. Armé d'un pistolet et d'un fouet, présenté comme un protagoniste, certes un peu maladroit mais athlétique et téméraire, Indy nous apparaît dès la séquence d'ouverture du premier film, Les Aventuriers de l'Arche perdue, comme un homme d'action parfaitement à sa place en tant que héros d'un blockbuster hollywoodien. De l'aventure, de l'action, de l'archéologie, ajoutons à tout cela l'humour narquois parsemé dans les situations rocambolesques et les rapports humains, il ne manque qu'une dose de fantastique pour obtenir le cocktail qui a fait le succès des 4 films réalisés par Steven Spielberg. Mais quelle est l'utilité du fantastique dans une formule scénaristique déjà chargée, qui une fois portée à l'écran, permet à des décors dépaysants et des séquences d'action magistralement exécutées de prendre en charge la dimension spectaculaire du divertissement ? Spielberg et Lucas profitent d'avoir à leur disposition un personnage en lien direct avec les civilisations antiques et leurs artefacts pour jouer sur notre goût pour les grands mystères de l'histoire, les sociétés secrètes, les malédictions millénaires et les mythes fondateurs que l'archéologie pourra connecter à des événements réels si la fiction lui donne un léger coup de pouce. Captivant l'attention du public grâce à ces mystères fascinants, les récits des 4 films se doivent de les mener à une apothéose, qui ne peut pas se permettre de buter sur la frontière du rationnel et doit donc franchir le cap vers le surnaturel pour satisfaire nos attentes. Good God. Yes, that's just what the Hebrews thought. Now what's that supposed to be coming out of there? Lightning. Fire. Power of God or something. You're beginning to understand Hitler's interest in this thing. Oh, yes. The Bible speaks of the Ark leveling mountains and laying waste to entire regions. An army which carries the Ark before it is invincible. En s'intéressant à la structure et à la dynamique des 3 premiers films de la franchise, on remarque que chacun d'eux installe progressivement l'argument fantastique couvant au sein de son récit. Les séquences d'ouverture mettent en place les règles régissant le monde d'Indiana Jones, un monde de dangers de toutes sortes, allant des animaux sauvages aux pièges dissimulés dans les décors à explorer, en passant par les mauvaises rencontres que notre baroudeur préféré trouve régulièrement en travers de son chemin. Coups de feu, poison, traits de flèche ou de sarbacane, et bien sûr des serpents de toute taille, il n'est pas encore question de menaces surnaturelles, et il faut attendre que les quêtes donnant leurs titres respectifs au film soient lancées pour envisager que le fantastique puisse tôt ou tard pointer le bout de son museau malicieux. Quand le but de la quête est posé, Indiana se place en opposition des personnages envisageant son caractère surnaturel. Il les taxe de superstition et va jusqu'à demander à Marcus Brody, universitaire et homme de science comme lui, de revenir à la raison. Marcus ne sait pas vraiment ce que doit craindre Indy en cherchant l'Arche d'Alliance, mais il est conscient qu'il s'agit du plus grand enjeu de sa carrière, et par ce dialogue, il nous informe de l'ampleur et de l'enjeu du récit que nous venons voir au cinéma sous la forme d'un blockbuster ambitieux. All your life has been spent in pursuit of archaeological relics. Inside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations. You want to see it open as well as I. Indiana, we are simply passing through history. This is history.
Le fantastique s'installe progressivement dans chacun des 3 films, par l'image et par les dialogues. Ainsi, les aventuriers de l'Arche perdue placent des indices visuels annonçant le basculement évident et assumé vers le fantastique dans les 10 dernières minutes du film. Si l'effet visuel du rayon de soleil traversant la salle de la maquette de la cité de Tanis donne l'impression d'une sorte de laser divin guidant miraculeusement l'archéologue, d'autant que l'effet est souligné par la musique emphatique et envoûtée de John Williams, on peut toujours y voir un parti pris symbolique qui ne contredit pas pour autant le phénomène optique qu'Indiana a présenté comme un phénomène rationnel au début du film. En revanche, quand plus tard dans l'aventure, un emblème nazi peint sur la caisse de bois contenant l'Arche perdue brûle subitement, on commence à croire aux forces occultes protégeant l'objet sacré d'actes sacrilèges. Et pour ce qui est des annonces formulées dans les dialogues, on peut citer par exemple le passage d'Indiana Jones et le Temple maudit, où le prêtre du village indien explique à l'aventurier qu'un mal puissant a envahi le pays, que la nuit s'est répandue sur toute la région, et que la déesse Shiva a fait tomber Indiana du ciel pour qu'il combatte ce mal. On peut considérer les formulations du vieux prêtre comme des licences poétiques, d'autant plus que nous avons assisté quelques minutes plus tôt au crash aérien auquel Indiana a survécu et que nous savons qu'il s'agissait d'un piège de son ennemi Lao Tse. Cependant, on est tenté de partager les croyances du prêtre indien, car celle-ci justifie la quête dans laquelle va se lancer l'aventurier, celle des pierres de Sankara, une quête qui, nous l'espérons, ébranlera les certitudes de l'archéologue. I think that somebody believes the good luck rock from this village is one of the lost Sankara stones. What is Sankara? Fortune and glory, kid. Fortune and glory. Car c'est bien là tout l'intérêt de confronter Indiana Jones au fantastique. Indy est un homme de science, un esprit cartésien, qui malgré son ouverture aux différentes cultures et croyances, n'a pas été forgé pour envisager le paranormal. Notre acceptation progressive du caractère surnaturel du récit suit donc celle du Dr Jones, qui par bien des réactions et des répliques exprime ce que nous ressentons en faisant ses découvertes saisissantes en même temps que lui. Dans le second opus, quand Indiana Jones observe avec sidération un homme se faire arracher le cœur par Mola Ram, un sorcier thug, il s'étonne que la victime en question soit encore en vie une fois privée de cœur, prononçant ainsi à voix haute la remarque traversant l'esprit de la plupart des spectateurs stupéfiés et horrifiés. Indiana affiche également un air fasciné en constatant que les pierres de Sankara brillent quand elles sont réunies, et plus tard, il utilisera la magie des pierres pour vaincre Mola Ram en répétant une formule incantatoire avec ferveur. À la fin du film, de retour au village, Indiana a laissé derrière lui son scepticisme et affirme au vieux prêtre qu'il comprend à présent la magie des pierres sacrées. Lui, l'occidental sûr de son savoir, a sans doute expérimenté dans ce territoire lointain, empreint d'énergie mystique, les logiques physiques et métaphysiques qu'il ne pourrait peut-être pas éprouver sur le sol américain, en tout cas certainement pas dans son université du Connecticut. Forget her, bro. Read Ver Gordon Child on diffusionism. He spent most of his life in the field. Want to be a good archaeologist? You gotta get out of the library! Bon nombre de fans d'Indiana Jones ont exprimé leur déception à la sortie du 4e opus, Le Royaume du Crâne de Cristal. Au-delà des considérations esthétiques quant à la surcharge d'images numériques échouant à ressusciter le charme du cinéma de divertissement des années 80 et de ses effets spéciaux old school, la déception du public porte également sur l'intrigue de ce 4e film, mêlant la recherche d'un Eldorado en pleine Amazonie à la découverte d'artefacts très probablement d'origine extraterrestre. 19 ans s'étaient écoulés depuis la sortie du précédent opus, et pour se montrer à la hauteur des attentes, les scénaristes David Koepp et Jeff Nathanson ont choisi de surenchérir dans le mystère, et par conséquent de mener vers une révélation encore plus folle que celle du Saint Graal. Le problème selon moi, ce n'est pas tant que l'origine extraterrestre des crânes fasse basculer la franchise du fantastique vers la science-fiction, car d'autres œuvres littéraires et cinématographiques, comme La fiancée de Frankenstein dont je parlais dans la première saison du podcast, ont depuis longtemps déjà travaillé les porosités entre les deux genres. Le problème c'est que la surenchère d'enjeux et de mystères dans laquelle se sont lancés les scénaristes les éloigne du schéma mis en place par les 3 précédents films. Ici, la progression vers l'apothéose genrifique est difficile à percevoir, puisque dès le premier quart d'heure, Indiana assiste dans un hangar de la zone 51 à l'ouverture d'une caisse contenant le cadavre d'une étrange créature. Placé du point de vue de notre héros, on ne distingue qu'une main de la créature, mais cette vision, même si elle n'est qu'une synecdoque, nous en dévoile déjà trop sur la tournure que va prendre le récit. Le surnaturel est à considérer d'emblée comme un élément acquis, nous donnant la désagréable impression que Spielberg et Lucas ne s'autorisent plus à s'adresser au public de la même façon que dans les années 80.
think we want to go that way. Bien entendu, le fantastique n'est pas seulement un jeu scénaristique, c'est également une proposition de spectacle, une porte d'entrée sur une multitude de possibilités graphiques, telles qu'un cœur arraché sur un homme vivant, des corps en décomposition accélérée, ou encore le choc visuel du père d'Indiana, entreapercevant le salut d'un chevalier vieux de 700 ans. Le royaume du crâne de cristal épouse également une atmosphère fantastique, notamment lors de la séquence où Indiana explore un cimetière maya à la nuit tombée. La lumière lugubre, le vent faisant onduler les toiles d'araignée, les protecteurs du lieu se donnant l'allure de squelettes, les effets horrifiques concentrés dans cette scène participent d'une logique de réalisation semblable à celle de l'ouverture du Puits des âmes dans Les Aventuriers de l'Arche perdue, où la silhouette d'Indy incrustée par transparence devant un ciel déchiré par des éclairs nous rappelle les vieux films gothiques de Universal Pictures et de Hammer Films. On se demande l'espace d'une minute si le pilleur vient de déterrer une cité égyptienne ou bien s'il s'agit plutôt du tombeau d'un vampire ou d'un savant fou. Dans le 4e opus, nous avons l'impression qu'Indiana pourrait croiser un fantôme ou un démon au détour de ce cimetière maya, à croire que l'esthétique horrifique et gothique n'a pas été neutralisée par la mythologie extraterrestre des années 50, portant le récit dans sa globalité, avec tous les tropes qui la composent, de l'espion russe à la zone 51, en passant par la soucoupe volante. Reste à chaque spectateur et spectatrice d'estimer si ce mélange des genres et des mythologies ne nuit pas à la cohérence globale de la franchise, où se confondent les croyances, les mysticismes et les penchants ésotériques, sans véritable hiérarchie. The quest for the Grail is not archaeology. It's a race against evil. If it is captured by the Nazis, the armies of darkness will march all over the face of the earth. Do you understand me? Dans la franchise Indiana Jones, le fantastique est une récompense adressée au public pour avoir suivi les aventures de l'archéologue en survivant à leur rythme effréné, en réussissant à ne pas détourner le regard face aux images effrayantes et en acceptant les invraisemblances comme celle de la chute libre en radeau pneumatique ou du frigo protégeant d'une explosion atomique. Si on partage un instant la frustration qu'éprouve Indiana de ne pas avoir pu rapporter le Graal ou l'Arche d'Alliance dans son musée, cette frustration est bien vite compensée par l'expérience extraordinaire gravée dans nos mémoires de spectateurs, comme dans celle du protagoniste. Elsa never really believed in the Grail. She thought she'd found a prize. What did you find, Dad? Me? Illumination. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!